bienvenue à tous et toutes à ce deuxième événement proposé par Speculative Futures Paris, donc qui est une carte blanche à Sylvain Bureau autour du thème de l'Anthropocène et de la posture à adopter face à l'Anthropocène entre prédire et subvertir. Donc, Speculative Futures Paris, c'est le chapitre parisien de la Design Futures Initiative, qui est une association internationale. Donc, vous voyez là sur l'image qui compte des chapitres sur tous les continents et dans un certain nombre de villes. La Design Futures Initiative, comme Speculative Futures Paris, a vocation à rassembler toutes celles et ceux qui s'intéressent au futur possible et à faciliter en fait la rencontre, le partage, l'échange de pratiques autour de ces pratiques qui émergent un peu au croisement du design, de la prospective, de la fiction, que peuvent être le design spéculatif, le design critique, le design fiction, ou plus dans le monde anglo-saxon, ce qu'on appelle le futures design. Le chapitre parisien, donc Speculative Futures Paris, est animé par trois personnes. Je vais peut-être laisser Pierre Baptiste, qui figure en premier sur cette diapo, se présenter, et puis Jacqueline et moi prenons la suite. Rapidement, bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir pour ce deuxième événement. Et on reconnaît quelques participants, voire speakers du coup, comme Bastien, qui était avec nous il y a 3 semaines. Merci à tous. Moi, je suis consultant en innovation, en design et en prospective au sein d'un cabinet qui s'appelle Bearing Point. Et puis donc, j'ai la joie d'animer avec Jacqueline et Annabelle ce chapitre parisien. Voilà. Annabelle je suis désolée, comme c'est moi qui fais le portier. Du coup, je suis un peu paumée dans mes différents écrans. Donc, Annabelle, je suis designer, plus spécifiquement designer de service. Je facilite des démarches de co-design beaucoup dans le secteur public et avec les acteurs culturels. Par ailleurs, je suis une grande fan de science-fiction et une amatrice. J'ai la faiblesse de le penser éclairé de spéculation. Et j'ai rejoint Pierre Baptiste et Jacqueline il y a quelques mois pour participer à l'animation de ce chapitre. Et je laisse la parole, du coup, à Jacqueline. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là. Alors moi, je m'appelle Jacqueline, je suis d'origine brésilienne, j'habite à Paris depuis quelques années. Je travaille dans le marketing digital dans une start-up et depuis l'année dernière, je fais un executive MBA et un executive master en innovation digitale et entrepreneurship, où j'ai l'occasion de faire le workshop improbable de Sylvain Bureau 2 fois, et j'ai tellement aimé que j'ai aujourd'hui fait partie de l'équipe de Art Thinking Collectif et je fais mon premier stage d'observation avec Sylvain il y a quelques semaines et c'était hyper intéressant. Donc alors, Sylvain Bureau, pour le présenter rapidement, c'est un docteur en polytechnique, normalement en économie. C'est lui qui a cofondé donc l'Art Thinking Collectif et l'Institut Jean-Baptiste C à la SCP. C'est lui qui a créé la méthode Art Thinking, qui pratique à travers un workshop qui s'appelle l'improbable, qui est pratiqué non seulement à la SCP, mais dans d'autres écoles en France comme la Centrale Supélec, l'école 42, mais aussi à l'étranger comme la HEC Montréal et la Stanford. Il travaille en collaboration avec des artistes et des institutions artistiques comme le Georges Pompidou, le Louvre. Et aujourd'hui, Sylvain va nous parler à propos de sa pratique de subversion et sur la thématique de la phase anthropocène, prédire, subvertir. Et je le passe la parole pour commencer ce talk
de sa part. Et Sylvain, feel free de compléter ce que je viens de dire et partager ce que tu souhaites partager. Je te passe la parole. Parfait, merci infiniment. Merci pour votre temps et cette invitation. C'est un grand plaisir et c'est aussi un peu presque de stress parce qu'en fait, je connais très mal vos univers de designer ou de design spéculatif. Donc, j'ai évidemment regardé. Je travaille depuis quelques années avec des écoles Strat ou l'ENSI et évidemment, je connais la méthode design thinking. Mais enfin, je suis loin d'être très spécialiste. Donc, c'est un plaisir et aussi un peu un challenge pour moi de partager mon travail. Donc peut-être pour vous expliquer un peu ce qui m'intéresse, je vous partage ces photos que j'avais prises dans une exposition à Paris en 2011. Vous avez ici en fait deux formes, l'une établie, reconnue, très instituée, le Grand Palais, qui traverse les âges, les époques, qui représente une certaine culture, un certain héritage français. Un emblème aussi d'une ville et d'un pays. Et puis, d'un autre côté, vous avez une forme émergente qui est agrandie très rapidement, qui a des formes un peu particulières, qui interpellent et qui pressent. Vous voyez, les gens se pressent pour voir cette forme émergente et on découvre effectivement une relation potentiellement fructueuse ou conflictuelle entre ces deux formes. Donc par mon parcours, en fait, comme l'a dit Jacqueline, j'ai été dans des formes établies puisque j'ai fait mon doctorat à l'école polytechnique où j'ai enseigné une dizaine d'années. Aujourd'hui, je suis à l'ESCP, qui est la plus ancienne des écoles de commerce au monde. J'ai j'ai eu la chance de partager des séjours de recherche dans des institutions assez datées et anciennes, comme ici l'école de Berkeley, où j'étais à l'école de l'information, qui en fait est accueillie par le plus vieux bâtiment du campus. Donc on est dans ce grand palais. Et dans le même temps, en fait, depuis une vingtaine d'années, je forme des gens qui développent des projets émergents, innovants. Ici, j'étais en train de tester un jeu de réalité virtuelle à 42 Silicon Valley, dans la Fremont. Et puis, j'ai le plaisir d'avoir des anciens avec qui je garde des liens, qui ont créé ces entreprises qui grandissent parfois très vite et qui génèrent des belles ventes, comme ici avec Benjamin Entier, qui a vendu son entreprise très récemment. Alors, j'ai aussi le plaisir de travailler, de collaborer très régulièrement avec des grands groupes. J'avais été impliqué dans une formation pour des dirigeants de la branche spatiale d'Airbus, par exemple, qui sont confrontés à tout un tas de perturbations que vous connaissez bien dans leur marché. Et au sein de SCP, donc, on a lancé cet institut qui travaille sur l'entrepreneuriat au niveau des différents campus, à la fois sur l'aspect scientifique et formation. Alors, mon travail, en fait, consiste en tant que chercheur à appréhender les pratiques de création et d'essayer de comprendre la similarité de ces pratiques dans le champ artistique, mais aussi scientifique et entrepreneurial. Et à partir de l'analyse scientifique de ces pratiques, on a essayé de mettre en forme ces pratiques dans le cadre d'une méthode et d'un séminaire qu'on a appelé Improbable. Et vous voyez ici, en fait, au Japon, à Tokyo, dans le cadre d'une formation pour des dirigeants japonais, sur une formation portée par la branche de la formation continue de Stanford. Donc, l'enjeu aussi, ça a été de partager, de diffuser cette pratique dans des contextes très, très décalés par rapport au contexte franco-français. Alors, j'ai pas de lien historiquement avec le monde de l'art moderne ou de l'art contemporain. En fait, mon lien avec les arts, c'était les arts martiaux. Donc, vous voyez, c'est assez lointain par rapport aux arts. Aujourd'hui, je fais de la boxe thaï, donc on est loin de l'art contemporain. Ma plus grande création artistique, vous voyez, ça ressemble à ça. Je me souviens plus de la date. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment d'œuvre magistrale de mon côté. Donc, j'ai aucune prétention artistique. Je dirais que je suis un créateur en tant que chercheur éventuellement, mais j'ai pas de pratique artistique et j'ai pas d'expertise avancée historiquement. Alors après, évidemment, je me suis documenté depuis une bonne dizaine d'années. Et puis surtout, je collabore avec tout un tas d'artistes, et notamment Pierre Tectin, ici à l'image dans son habit de travail, avec qui donc je travaille depuis 2008. Et depuis 2008, en fait, on a développé progressivement des collaborations qu'on a un peu formalisées ces derniers temps via un collectif qui réunit une petite cinquantaine de personnes avec des enseignants-chercheurs, des historiens de l'art, des médiateurs, des artistes. Voilà, donc tout ce que je vais vous présenter est en lien avec ce collectif. Alors, le propos, il va s'organiser au cours de 4 moments. Dans un premier temps, en fait, je vais essayer de partager ce que je considère être la norme de notre modèle de société actuelle, que j'appelle la société de la certitude. Ensuite, j'en viendrai à la question des institutions et du changement. Et je vais essayer d'appréhender un terme et un mot qui me semble très fréquemment utilisé dans votre univers, très structurant, qui est celui de l'imaginaire, d'essayer de faire le lien entre cette notion d'imaginaire et la notion de changement institutionnel. En un troisième temps, en fait, j'apprendrai très directement la notion de subversion,
en lien avec cet enjeu de l'institution. Et puis, je vous partagerai un peu nos expériences autour de ce séminaire improbable et de la méthode Art Thinking. N'hésitez pas, si vous avez des questions au fil de l'eau, à les partager ou à m'interrompre si vous vouliez me poser des questions. Alors, si vous voulez, la tarte à la crème contemporaine, c'est le modèle VUCA. Donc, on est dans un monde volatile, incertain, complexe, ambigu. Et cette œuvre de René Magritte me semble être très emblématique de cette idée-là, c'est-à-dire que finalement, personne ne pouvait prédire l'émergence de cette ombre, la forme d'un oiseau, et encore moins ces fameuses intelligences artificielles qui se basent sur des données passées historiques. Et elle n'aurait jamais pu prévoir cette ombre qui est fondamentalement incertaine, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, que l'on ne savait pas qu'on pouvait avoir une ombre comme ça. Et donc, cette espèce de phénomène de mise en avant de l'incertitude qui trouve son apogée dans la crise de la pandémie me semble plutôt le miroir et le reflet d'une société de la certitude. Autrement dit, si vous prenez un livre d'histoire, je pense que des mondes VUCA, vous en avez pas mal. Si vous passez à la Révolution française, le bonapartisme, la Commune de 70, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, enfin, je ne sais pas si ces mondes étaient moins volatiles, incertains qu'aujourd'hui. Ça ne me semble pas être le cas de loin. Et en fait, je pense que cette obsession de l'incertitude et cette mise en avant systématique de l'incertitude vient en fait du modèle qu'on a construit depuis à peu près 200 ans, qui est là encore très très bien représenté par Andy Warhol avec ces formes de nature morte moderne qui nous représentent en fait le paysage qu'il voit sous ses yeux avec ces objets en fait qui sont finalement issus d'une production. Ils offrent en fait une certitude, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous consommez un Coca-Cola partout sur la planète, vous êtes certain du respect d'un standard façonné par cette entreprise, et donc partout dans le monde, voilà, on a ce standard qui est produit. Donc ces modèles en fait d'organisation, tayloristes, bureaucratiques, ont une puissance assez phénoménale qui est de garantir un standard avec un modèle productif très rentable. Et la fascination pour ce modèle l'a amené à être de plus en plus ubiquitaire. Et donc, si on continue avec notre ami Andy Warhol, on découvre en fait que cette fabrique de la certitude se prend place également dans le monde de la culture. Et donc, les icônes culturelles ne sont plus réservées à la religion ou à des fabriques liées à la tradition, mais sont bien fabriquées par des industries capitalistes qui vont nous proposer de nouvelles icônes qu'on va répliquer à l'infini, comme ces Marilyn ou ces Elvis Presley, tels que représentés par Andy Warhol. Le monde contemporain, avec justement ces nouvelles technologies et ces fameux GAFA, ne fait, me semble-t-il, qu'accélérer et amplifier ce phénomène en nous donnant une place peut-être plus importante, mais qui finalement ne change rien à cette fabrique de la certitude. Et les GAFA sont des experts de cette fabrique de la certitude. D'ailleurs, Susanna Zuboff, la sociologue américaine de Harvard, en fait, parle de ça et disent que les GAFA vendent de la certitude. Donc, on se rejoint ici. Et alors, si vous continuez dans l'histoire des sérigraphies de Warhol, en 1963, il va présenter une suite de crash de voitures automobiles qui interpelle en fait sur ce modèle de production et de consommation de masse, peut-être sur la question de l'ennui et la besoin d'ivresse, en fait, de toujours plus, mais aussi peut-être sur l'impasse de ce modèle. Et en fait, on arrive à une situation assez paradoxale où aujourd'hui, cette société de la certitude est certaine de sa fin et modélise sa fin, notamment via la notion d'anthropocène. Attendez, je vais juste passer ce support-là plutôt. Voilà, sur la notion d'anthropocène, en fait, qui est cette nouvelle ère géologique. Alors, je ne sais pas trop vos connaissances sur le sujet, mais en fait, depuis au moins 50 ans, les scientifiques connaissent, savent l'impact dramatique de nos activités humaines, et en particulier économiques, sur notre environnement de vie. Et bien au-delà du climat, il y a vraiment cette question de milieu de vie, avec toutes les dimensions sensibles que ça implique. Ce n'est pas que des chiffres, évidemment. Écouter des moineaux à Paris devient difficile, par exemple. Et donc, cette dynamique de nouvelle ère géologique que certains qualifient de capitalocène, puisqu'elle est bien plus récente en fait que l'existence de l'homme n'a pas impliqué l'anthropocène, même si effectivement cette émergence de l'anthropocène est assez ancienne en fait, puisque elle est déjà très présente dans la littérature où lisez Jules Verne et les 20 milieux sous les mers, on peut découvrir en fait cette puissance technologique qui déjà vise à façonner la nature et l'environnement. Et Jules Verne en fait nous dit à un moment donné dans le roman, enfin il parle, je ne sais pas s'il parle en son nom, mais en tout cas il montre
cette idée que la nature reste beaucoup plus puissante en termes de force créatrice que l'instinct destructeur de l'être humain, qui finalement détruit notamment à l'époque les baleines avec des chasses qui sont déjà assez massives. Et en fait, les résultats scientifiques récents montrent que cette puissance créatrice de la nature, elle a ses limites face à cet instinct destructeur associé à l'ère industrielle de consommation. Et donc, on arrive à une époque où le temps manque, où le temps va à manquer. Je pense que vous connaissez peut-être ces statistiques, ces notions de temps nécessaire pour faire diminuer la masse de CO2 dans l'atmosphère, sans parler évidemment du méthane qui s'évapore plus rapidement, mais qui a aussi un impact sur le climat. Et donc, on voit en fait que plus on attend et plus on ne fait rien, plus on va avoir des soucis sur l'impact du climat. Et alors aujourd'hui, on a fait la COP26, je crois, qui se termine, et on se retrouve, enfin moi j'ai l'impression qu'on se retrouve un peu ce genre de situation. Voilà, donc on passe le balai, quoi. On passe le balai. Vous avez compris, en fait, si vous regardez les statistiques, si vous regardez les statistiques, les COP passent, les nouvelles technologies passent, le défi de l'augmentation des CO2 reste, et finalement, la seule solution en termes d'impact, ça a été la pandémie. Donc, on est pour l'instant dans une situation où le fait de passer le balai n'a pas vraiment d'effet face à la taille du problème. Donc, on se retrouve dans cette situation assez classique en gestion, où la norme de notre société semble achopper, et on voit que les résultats liés à cette question du climat, les performances sont très mauvaises, et on va dans une dynamique qui est très, très néfaste pour l'humain. Donc ça, c'est un peu le constat que je partage, que je vous partage, qui est cette capacité à produire du certain. Et donc, c'est évidemment fabuleux sur plein de dimensions pour l'être humain, mais on voit que ça achoppe à minima sur cette question de nos milieux de vie. Alors, ce qui tient en fait cette fabrique de la certitude, ce sont les institutions. Et j'aimerais ici en fait introduire un auteur que vous connaissez peut-être, qui est Cornelius Castoriadis. En fait, si vous voulez, le climat est beaucoup partagé selon une lecture scientifique des lois physiques, mais il me semble que les données et les connaissances ne suffisent pas. Je viens de partager ce point. Et donc, l'idée, en fait, c'est aussi de travailler sur le climat culturel. Et donc, comment on va pouvoir changer le climat culturel qui tient, en fait, nos activités, qui tient et qui oriente nos comportements et nos façons de penser. Et en fait, ce climat culturel, il est associé à, en fait, une façon de penser l'institution. Les êtres humains, en fait, ont la particularité de fonctionner dans le cadre d'institutions. Ces institutions sont à la fois des vecteurs de conditionnement et en même temps sont des vecteurs de capacité, c'est-à-dire qui nous permettent de faire des choses et en particulier peut-être de changer ces institutions dans lesquelles on est pris en même temps. Alors, beaucoup de gens pensent les institutions dans une lecture fonctionnaliste, c'est-à-dire que l'institution doit servir à quelque chose et ça fabrique du progrès, ça fabrique de la valeur économique, etc. Mais nous dit Castoriadis et beaucoup d'autres sociologues et philosophes, l'approche fonctionnaliste est largement insuffisante. On a besoin d'une approche symbolique pour comprendre ces institutions. Et si vous voulez, le point qui m'intéresse, et qui pourrait vous intéresser aussi, c'est ce rapport que présente Castoriadis entre l'instituant et l'institué. Si vous voulez, la société de la certitude a des imaginaires, notamment l'imaginaire de la croissance, qui va en fait relever de la dimension symboliste de l'institution, et ça va fabriquer une certaine stabilité dans nos institutions. C'est ce qu'il appelle l'institué, c'est-à-dire ce qui est relativement stable et qui cadre nos façons de penser, nos façons d'agir, qui va en fait fabriquer des représentations dans nos croyances, dans les normes. Et tout ça, en fait, c'est pas simplement une lecture fonctionnelle, c'est aussi une lecture liée à ce qu'il appelle les imaginaires. Donc ces imaginaires, en fait, sont à la fois subjectifs, c'est-à-dire qu'on a chacun nos imaginaires qui vont orienter notre imagination sur ce qui est possible, ce qui est souhaitable, sur ce qui est à faire. Et puis, ces imaginaires sont aussi de l'ordre intersubjectif, c'est-à-dire qu'ils sont aussi fabriqués tous ensemble par la société, et donc ils cadrent aussi l'ensemble des comportements. Et donc, ces institutions
sont à la fois stables mais en même temps changeantes. Et cette dimension changeante, c'est ce qu'il appelle l'institution. C'est-à-dire que les acteurs au sein de cette institution, loin d'être complètement prisonniers, vont réussir par l'agir, par leur façon de faire, ils vont faire évoluer ces institutions. Prenons un exemple simple qui est celui du mariage. À la fois, le mariage reste une institution connue, centrale, reconnue dans une société comme la France, et dans le même temps, le mariage a complètement évolué avec des divorces, avec des familles recomposées. Enfin, je ne vais pas vous refaire la sociologie du mariage. Et on voit ici cette espèce de dialectique, cette dialogique entre l'institution et l'institué. Et ce qui est, à mon avis, très fructueux dans cette conception, c'est déjà de redonner toute sa place à cet imaginaire, aux imaginaires, qui me semble en fait, donner de la place en fait, au travail que vous développez et à l'importance de ce travail sur les imaginaires, et redonner de la place aussi à l'autonomie des acteurs. C'est-à-dire qu'en fait, Castoriadis, qui est très orienté politiquement, hein, on est dans les années 60-70, hein, quand ces écrits les plus importants paraissent, cherche en fait à accomplir la révolution et cherche à comprendre comment on peut donner de l'autonomie aux acteurs. Et en fait, cette autonomie passe par cette capacité à révéler l'existence de l'institué, en fait, et de pouvoir construire une vision personnelle qui est toujours prisonnière un peu de l'autre et du langage et du monde existant, mais qui en même temps peut actualiser des possibles et proposer de nouvelles façons de faire. Alors cette notion d'imaginaire, cette capacité à créer de l'institution, beaucoup d'artistes en fait sont extrêmement doués pour le faire. Je vous cite notamment Hans Sacke, qui est un des artistes très connus pour ce travail au sein des institutions, et il va jouer avec elles en y apportant une dose subversive. Donc, par exemple, ici, à la Biennale de Venise, où la Biennale est organisée par pavillons nationaux, Hans Sacke s'amuse à détruire le sol pour voilà, révéler en fait cette question de la continuité historique d'un pays et d'une nation par rapport à une histoire très très lourde dans le cas de l'Allemagne. Et donc, quelque part ici, proposer un institution, une fabrique de l'institution qui va réinterroger la notion de nation, d'histoire de l'art, etc. dans les pratiques. Et ce qui me semble aussi déterminant, c'est que souvent, cette notion de création, d'imaginaire, elle est très largement associée au monde de l'enfance. Et en fait, je trouve que c'est un vrai problème parce qu'en fait, ça crée une confusion sur cette capacité à remettre en cause l'institué. Et en fait, ce que nous dit Castoriadis, c'est que le monde de l'infantile, c'est justement le conformiste et celui qui est apolitique, c'est-à-dire celui qui ne va pas questionner l'institué et qui va essayer de l'épouser, se faire porter, apprendre cet institué et s'y conformer finalement. Et donc, l'enjeu du devenir adulte, c'est de s'autonomiser par rapport à l'institué et s'interroger sur cet héritage. Et pour illustrer ça, je vous partage une œuvre créée par des étudiants récemment dans le séminaire improbable, des étudiants de Centrale Supélec. Je t'écris ces quelques mots en te regardant jouer au parc. Profite de la vie, tu as raison. Sois heureux. J'espère que tu trouveras ta voie et que tu gagneras bien ta vie pour offrir à tes enfants un environnement stable et confortable. Et surtout, n'oublie pas d'où tu viens. Je t'aime. Papa. Donc ici, cette œuvre, en fait, va mettre en avant cette dimension de l'institué. C'est-à-dire que génération après génération, l'éducation, le système en place va faire évoluer les pratiques, notamment avec cette introduction du recyclage, où on envoie nos enfants qui vont eux-mêmes recycler, mais finalement, cette évolution ne change absolument rien à cette question des défis écologiques, parce qu'on ne remet pas en cause en fait les fondements de notre société. Donc ici, en fait, toute la question, c'est comment justement on va sortir de cette infantilisation par une prise d'autonomie et une capacité à discuter cet institué pour le transformer bien plus profondément que ce qu'on a fait jusque-là, avec cette reproduction à l'infini de ce recyclage qui ne débouche sur pas grand-chose. Et donc, ça m'amène au troisième point, hein, qui est cette capacité que l'on a ou pas à questionner l'institué. Et si vous voulez, l'idée, c'est pas de prédire ce qui va se passer, parce que en fait, justement, l'institution ne peut pas définir ses propres fins, ou si elle le fait,
elle ne fait que renforcer l'institué. Et donc, il faut accepter cette idée de l'émergence et de la pluralité des possibles, des définitudes qui doivent être construites beaucoup plus par l'action et par le maintenant que par la prédiction dans cette conception. Ici, je vais faire le lien avec un autre mouvement majeur de cette même période des années 60, début 70, que sont les situationnistes, avec ce chef de file que vous voyez ici apparaître, Guy Debord, qui vont en fait amener l'idée que la société cadre les individus, et pour perturber cette succession de contextes où on a un cadre, il faut créer des situations qui vont perturber le contexte normal, la normalité au quotidien. Alors, chez les situationnistes, ça donnait, par exemple, on installait un bar dans le métro parisien où on criait que Dieu était mort pendant une messe dominicale. Donc, en fait, derrière cette pratique de la situation, ils avaient cette technique qu'ils appelaient le détournement, que j'ai ici représenté de façon un peu plus formelle, et qui est un des leviers qu'on utilise beaucoup dans les séminaires improbables, et qui permet à des gens qui n'ont pas d'expertise en création de facilement créer de la perturbation. En fait, si vous êtes dans un contexte institué, vous avez un cadre de l'expérience. Donc, cette notion de cadre de l'expérience, je la reprends du sociologue Erving Goffman, qui va décrire la relation humaine au regard de ce cadre de l'expérience qui définit ce qui est attendu des uns et des autres, de comment on va fonctionner ensemble. Donc, par exemple, les réunions Zoom ont aujourd'hui un cadre de l'expérience qui est bien structurant. Voilà, on partage les écrans, on crée des breakout rooms en bon français, et en fait, ça devient une normalité. Tout l'enjeu de la fabrique de l'institution, c'est d'y insérer des objets que l'on va détourner d'un autre cadre de l'expérience pour fabriquer une nouvelle situation. Et cette nouvelle situation, en fait, elle va venir interroger la norme et donc, dans le temps, fabriquer de la critique, parce que justement, les parties prenantes de ce cadre de l'expérience A vont réagir, vont se manifester. Certains vont peut-être être contents, d'autres vont être extrêmement choqués. En tout cas, ça fabrique du clivage qui va révéler ce qu'on ne discute plus, puisque l'institué n'est plus discuté, pour envisager des possibles et une critique. Alors, cette pratique du détournement, beaucoup d'artistes l'ont opéré, avant les situationnistes évidemment. Marcel Duchamp est sans doute un des représentants emblématiques de cette pratique. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est la place du jeu et du ludique en fait dans cette pratique du détournement, qui met à distance en fait l'enjeu de la finalité, de l'objectif, ou en tout cas de l'impact dans un premier temps, puisque par exemple ici Marcel Duchamp s'amuse à créer une espèce de cheminée avec cette roue de bicyclette sur son tabouret, qui deviendra en 1915 ce concept de ready-made qui prend de l'ampleur en 1917 avec La Fontaine, cette œuvre urinoire. Donc ce jeu en fait permet de potentialiser une nouvelle norme qui, bien souvent d'ailleurs, est perçue comme inférieure. Et donc les contemporains critiquent cette nouvelle norme, la nouvelle pratique émergente, en la considérant comme inférieure, comme par exemple le critique Louis Vauxhall, qui décrivait le travail de M. Braque et de Picasso et consorts comme étant une série de petits cubes qui n'avaient pas bien d'intérêt. Évidemment, ce terme de cube sera repris dans la notion de cubisme. Alors, si on regarde la question de l'écologie plus particulièrement, on voit qu'on peut détourner massivement et physiquement, comme ici à Diane Dance, qui dès 1982 fabrique un champ à Manhattan et permet déjà d'envisager en fait ce qu'on appellera les fermes urbaines qui se développent aujourd'hui. Dans le monde de l'entrepreneuriat, cette pratique du détournement est constante en fait. C'est-à-dire que les grands de la Silicon Valley, qui sont d'ailleurs souvent dans des petits clubs, là vous avez ici la fameuse PayPal Mafia, qui va créer tout un tas de licornes ou des grands succès en fait qu'on connaît aujourd'hui. Vous avez ici en fait tous les gens qui ont été associés ou clés dans la création de PayPal et dans son développement, qui une fois que eBay rachète PayPal pour $2 milliards, vont réinvestir dans des entreprises qu'on voit ici apparaître dans les cercles là, YouTube, Pinterest, SpaceX, etc. Lyft, Airbnb, LinkedIn, donc c'est pas des petits acteurs. Et en fait, tous ces gens-là vont fabriquer ces détournements et vont avoir une portée qui n'est pas simplement business et technique. Et en fait, depuis une dizaine d'années, j'essaye de partager l'idée que une vision technique et business, notamment dans les formations en business school, c'est un vrai problème parce que on se rend compte de plus en plus, je crois, de la portée politique de ces actions. Donc, ces acteurs sont pas des subversifs à la Guy Debord, ils cherchent pas à faire tomber le capitalisme, mais ils ont une portée subversive par leur activité. Alors, c'est plus ou moins éclairé, plus ou moins documenté.
Peter Thiel est un libertarien qui veut créer des monnaies privées pour s'affranchir du monopole d'émission des monnaies par les États. Et faire ça, c'est pas du tout, je dirais, neutre, hein, c'est extrêmement subversif dans son potentiel. Et puis, tout un tas d'acteurs vont transformer le rapport à la ville, le rapport à la propriété, le rapport aux relations amoureuses, le rapport à l'alimentation. Et ils le font beaucoup par ces détournements. Donc, Airbnb détourne nos appartements, Blablacar détourne nos voitures. Et il y a cette portée politique qui est vraiment, qui consiste en fait à remettre en question des systèmes de valeurs qui font partie de cet institué. Donc, ce qui est complexe en fait dans cette société de la certitude, c'est qu'elle a une capacité de transformer ces institutions, y compris par le vecteur de l'activité entrepreneuriale, qui est finalement très politique, alors même qu'elle apparaît comme fondamentalement neutre et ancrée dans des enjeux business et techniques. Alors, je l'ai fait rapide, parce que le temps est limité. On pourra évidemment compléter si vous avez des questions. Donc, l'idée, en fait, du séminaire improbable, c'est d'essayer d'appréhender ces dimensions politiques, ces dimensions subversives, ces dimensions de création auprès de publics qui n'ont pas, encore une fois, de formation, d'expertise très, très avancée sur ces sujets-là. Alors, concrètement, l'idée, c'est que l'art thinking, c'est une méthode pour créer l'improbable avec certitude. Donc là, si vous voulez, je vais jouer sur l'institué, qui est la société de la certitude, pour fabriquer de l'instituant, qui est de l'improbable. Donc, j'essaye de jouer, en fait, de ce cadre institutionnel, d'une certaine façon. Et pourquoi une méthode? C'est que quand vous n'avez pas d'expertise, quand vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas le temps, l'idée d'une méthode va rendre beaucoup plus accessible. Donc, c'est évidemment à la fois insupportable, et ce terme d'art thinking est en partie insupportable pour moi, parce qu'évidemment, l'art avec un grand A n'existe pas, et l'idée de résumer la pensée artiste d'un point de vue historique depuis l'existence de l'être humain est évidemment une absurdité absolue. Mais mon travail, c'est un peu de dégrader pour rendre accessible certains des enjeux qui m'intéressent. Et en particulier, l'enjeu qui m'intéresse, c'est le travail sur le déconditionnement, ou en tout cas révéler le conditionnement. Donc la structure de la méthode, elle s'organise autour de 3 moments. Le premier moment, c'est un moment de pratique, c'est vraiment la praxis, qu'est-ce qu'on fait dans l'activité. Le deuxième moment, c'est qu'en fait, on fait des choses, mais on ne sait pas toujours pourquoi dans l'émergence. Et donc, on va essayer de révéler la critique sous-jacente à se faire. Et évidemment, une critique en chambre avec soi-même, ça peut avoir une portée, mais enfin, c'est assez limité. Donc, il va falloir s'exposer. Et pour chacune de ces grandes phases, on va mettre en scène des pratiques spécifiques qu'on a documentées, encore une fois, scientifiquement, avec un regard sur ce qui est les pratiques dans le champ artistique, scientifique et entrepreneurial. Je ne vais pas les décrire en détail parce qu'on n'a évidemment pas le temps. On pourra revenir dans la partie atelier sur le détournement. Alors, cette histoire-là, on l'a pas mal développée dans des contextes assez variés, comme le partageait Jacqueline tout à l'heure, à la fois dans des contextes de formation initiale, formation continue, accompagnement d'entrepreneurs ou de dirigeants. Donc, ce qui était intéressant pour nous, c'est de tester la méthode dans des contextes culturels variés et de voir que finalement, au-delà de ces différences culturelles, il y a une forme de continuité dans les enjeux de cette pratique de création. On a pu aussi voir comment en fait les créations pouvaient donner lieu à des réalisations très différentes en termes de matière, de matérialité. Donc ça peut être plastique, ça peut être numérique. Il y a beaucoup de variétés. Et cette méthode, elle n'a pas vocation à être exhaustive, elle a vocation à être complémentaire d'autres approches. Et l'ambition de la méthode, c'est vraiment d'interroger cet institué qui cadre, qui conditionne, pour envisager d'autres possibles et donc faire émerger de l'institut. Donc c'est un peu un analyseur, si vous voulez, de ce qui est contraignant. Pour le dire autrement, et pour avoir une autre clé de lecture que celle de Castoriadis, l'apprentissage le plus rapide, le plus simple et le plus fréquent, et le plus normal également, c'est de regarder, d'évaluer ses actions, les résultats de ses actions à l'aune de normes existantes. Et donc, on va se dire, tiens, je suis en dessous de la norme, je vais faire évoluer mes actions. Et donc, quand vous faites ça, vous avez tendance à renforcer l'institué versus une pratique qui va réinterroger l'institué et donc le cadre de pensée, le cadre d'action, les systèmes de valeurs, les systèmes de croyances pour interroger ce qui cadre nos comportements, nos façons de penser. Et donc, c'est ça l'ambition qu'on essaye d'obtenir dans les séminaires improbables. On va remonter à ce niveau du système de valeurs, ce qui peut être appelé aussi plutôt du désapprentissage, finalement. Voilà, donc c'est toujours une pratique assez inconfortable puisqu'on va se mettre en scène, on va se regarder, c'est quelque part
pour reprendre un terme de Castoriadis, l'auto-altération, ce qui est toujours un peu perturbant. Et donc, pour accompagner les participants, on a mis en place ce séminaire qui s'organise en fait autour de thématiques. Donc, on crée des équipes autour de thèmes. On va avoir des conférences. On va présenter les enjeux des pratiques et puis des ateliers pour la mise en œuvre de ces pratiques. Et à la fin, vous avez une œuvre qui va être présentée auprès d'une audience avec avant tout un tas de systèmes de feedback, de retour critique. Alors, on a la chance parfois d'être au sein d'institutions comme le Centre Pompidou, où on va avoir ce genre de conférence au sein d'une salle que vous connaissez peut-être, qui est la salle Léopold Banchini de l'école pro du Centre Pompidou, qui est assez étonnante sur la façon de travailler le monde du travail. Ensuite, on va pouvoir découvrir des œuvres au plus près des collections. Et puis ensuite, on expose au salon du musée, ce qui est évidemment un privilège pour des gens qui n'ont par ailleurs pas d'expérience dans l'art et dans la pratique artistique. Alors, quelques exemples pour conclure mon propos, d'exemples d'œuvres créées qui sont directement liées à la question de l'Anthropocène. Donc, vous avez ici une forme de détournement de l'urinoir de Duchamp. Peut-être vous le savez, quand vous appuyez sur la chasse d'eau en France, vous consommez de l'eau potable. Et évidemment, dans un monde où les chasseresses sont de plus en plus fréquentes, cette idée d'utiliser de l'eau potable pour faire ça, c'est quand même un petit peu étonnant. Et donc, les élèves voulaient, pour questionner cette pratique, en fait, associer l'image du Ricard, qui est une image d'insouciance, de festivité, avec cette pratique. Donc, servait pendant le vernissage du Ricard aux participants. Voilà, donc ça, c'est une première. Alors, pour la petite histoire, ils ont rendu l'œuvre à plusieurs reprises sur une plateforme d'art. Un autre travail plus récent qui est un détournement sur la question du rôle de l'État par rapport à la consommation de bœuf. Donc scientifiquement, hein, on sait que la consommation de bœuf est une catastrophe écologique, au-delà des aspects éthiques que ça peut poser par rapport au respect du monde animal. On sait aussi que la consommation de bœuf un peu trop fréquente, ça a des effets néfastes sur votre santé. Et donc les élèves en fait avaient associé la dynamique qui s'est produite sur le monde du tabac, où il a fallu des décennies avant que les résultats scientifiques soient intégrés dans la régulation de l'acteur public au plus près des consommateurs via ces campagnes. Et donc, ils ont simplement détourné la campagne pour partager cette question sur la place de l'État dans la pratique. Alors, c'est pas le buffer pollueur, c'est le buffer pollueur, le titre. J'ai une petite erreur de frappe. Un autre travail qui parle en fait donc là, c'est un détournement des œuvres de Vasarely, qui parle en fait de la fabrique génétique du vivant et donc la manipulation du vivant et donc jusqu'où on va pour fabriquer des pommes qui nous ressemblent ou qui sont à notre image ou à l'image qu'on souhaiterait avoir. Et donc dans un monde où le milieu naturel est de plus en plus impacté par ce changement climatique. Peut-être qu'à terme, on fera des pommes dans des ateliers chimiques. Et donc, il y avait cette idée de représenter physiquement cette matérialité chimique dans la peau de la pomme. Voilà, d'autres détournements pour interroger la violence potentielle du monde industriel. Donc ça, c'était un travail en fait qui reprenait les dessins de Schiele et qui parlait d'une nouvelle pornographie en fait, une pornographie industrielle de la pollution pornographique en fait. Ou ici l'idée d'emprisonnement dans le monde plastique dès le plus jeune âge, avec une marque que vous reconnaissez sans doute qui va emprisonner les nourrissons en fait dans la consommation plastique avant même qu'ils aient eu le temps de parler. Voilà, donc l'idée de ces pratiques, en fait, c'est pas de faire des artistes, c'est pas d'avoir la prétention d'être un artiste. En tout cas, on est artiste pendant le temps du séminaire qui dure en général 2 jours et demi à 3 jours, mais c'est vraiment de questionner la vie instituée pour redonner peut-être de l'autonomie aux acteurs qui peuvent, par leur travail, révéler en fait des systèmes de pouvoir établis, des statu quo, des façons de faire qui sont reproduites à l'infini. Et pour en envisager d'autres dans un contexte où le probable devient inacceptable. Donc, j'ai rien contre le probable, mais dans certains contextes, ça devient inacceptable. Et donc, il faut penser autrement et le faire aller au-delà. Voilà, je m'arrête pour avoir le temps d'échanger. Merci infiniment pour votre patience. Merci beaucoup, Sylvain. C'était super intéressant de t'écouter. N'hésitez pas, on a un petit quart d'heure là d'échange justement avant tu commences un tout petit peu à en parler, de pouvoir vous proposer à celles et ceux qui voudront rester un peu plus longtemps au-delà du format là de carte blanche pour expérimenter, en tout cas commencer un petit peu à échanger et on va vous proposer un petit exercice en sous-groupe. N'hésitez pas à poser vos questions, on va les relayer. Moi, en t'écoutant, j'aurais peut-être une première question
en s'inscrivant dans l'Anthropocène, hein, qui est la thématique qu'on s'est fixée ensemble là, dans le cadre de cet échange, dans cette intention justement de subvertir ce que tu appelles je vais reprendre beaucoup des mots et des concepts que tu as pu évoquer là, subvertir cette fabrique de la certitude. Quel regard toi tu as, ou quel écho plutôt ça prend du point de vue de ton expérience dans les contextes dans lesquels tu déploies cette approche-là, où tu la mobilises, notamment là où elle a émergé, en tout cas là où tu la portes, à savoir dans des institutions dans les institutions que sont les écoles, les grandes écoles, comme on les appelle, en particulier les écoles de business, les grandes entreprises aussi, dans lesquelles tu accompagnes aussi des ateliers et des séminaires improbables. Voilà, quel écho ça prend en termes à la fois de cette posture de subversion, de créateur dont tu parlais, et puis en termes aussi de réflexivité, ou de réceptivité de ces œuvres-là. Qu'est-ce qui émerge? Quel sens ça prend? Quel retour d'expérience finalement toi tu fais au regard de tout ce que tu as pu, tous les publics que tu as pu rencontrer, auprès de qui tu as pu animer ces démarches-là? Oui. Alors, c'est une question évidemment difficile. Je vais essayer de donner quelques éléments. En fait, la première chose, c'est que pour l'essentiel, il y a une forme d'immense plaisir qui est évidemment très perturbant dans l'expérience, en fait. Et c'est notamment la possibilité de s'exprimer et de réfléchir à des questions sous un format nouveau et inédit. Et en fait, il y a assez peu de résistance. Il y en a quelques-unes au début, en fait, évidemment, parce qu'on a aussi des gens qui sont des financiers qui ont une vision très schématique de l'art et très hostile de l'art, etc. Donc, on a quand même pas mal. On peut avoir des hostilités, beaucoup de scepticisme, et surtout dans le processus, parce que le principe, c'est que la création est une pratique qui va nécessairement amener au doute et à l'échec et à la crainte. Et enfin, on est en fait dans une processus où on met tout le temps en question ce qui est fait, et donc ça perturbe énormément sur, par exemple, le fait de travailler avec un objectif clair et précis, ce qui est quand même un élément standard de base dans le monde du management ou dans le monde du scolaire. On l'a plus, quoi. Donc c'est quand même hyper perturbant. Le fait de pas dire ce qui est intelligent, mais de dire ce qu'on pense pouvoir dire en tant que citoyen et acteur, c'est aussi très perturbant, en fait, parce qu'au début les gens nous disent des choses intelligentes, mais c'est pas intéressant parce qu'on le trouve sur Google. Et donc il y a beaucoup de pratiques qui vont être différenciantes par rapport à ce qui est attendu dans la norme managériale et scolaire, qui va en fait progressivement faire sens, et qui fait complètement sens au moment du vernissage. C'est-à-dire que la création n'existe pas sans exposition à l'autre, sans relation à l'autre, sans discussion. Et en fait, l'idée aussi de dire la vérité s'effondre par rapport à des œuvres. Alors, les œuvres, parfois, peuvent être monologiques, c'est-à-dire qu'elles vont pousser une vision du monde, et les artistes du moment ont envie que les gens qui regardent l'œuvre épousent cette vision du monde. Mais on a aussi plein d'œuvres qui sont fondamentalement dialogiques, c'est-à-dire qu'elles vont pousser des questions qui vont créer de la polyphonie, du débat, et faire évoluer les représentations. Et en fait, dans un contexte d'entreprise, si vous voulez faire changer la culture, quoi de mieux que de faire des œuvres d'art, finalement, parce que quand vous regardez l'histoire culturelle française, elle se nourrit, elle se transforme aussi par la pratique artistique. Et si c'est les gens eux-mêmes qui ont fait cette création, ils vont avoir un respect, une appropriation et une capacité à discuter qui est beaucoup plus forte. Donc, ce qu'on peut dire en termes d'impact, c'est qu'il y a une révélation sur les enjeux de ces pratiques, sur le respect du monde de la création. Donc, d'ailleurs, ce qui est important, parce que les gens vont travailler beaucoup plus facilement avec des créatifs, donc que ce soit des designers, des artistes, des architectes, enfin, des start-upers, etc. Ils vont ouvrir des potentialités dans leur travail, ils vont changer en partie leur pratique de travail. Donc, on a des documentations un peu fines sur des micro-changements dans leur pratique de management. Et puis, on a des gens qui vont avoir des révélations qui peuvent s'inscrire dans le temps. C'est-à-dire que, par exemple, des gens vont quitter leur entreprise, créer une start-up qui va leur correspondre beaucoup plus. Je peux donner l'exemple de cette personne qui avait quitté la Redoute, avec qui ça s'était très bien passé le séminaire, et qui, quelques temps après, décide de créer Simon Simone. D'ailleurs, je vous invite à consulter son site Simon Simone, qui va proposer, donc c'est du e-commerce, mais avec des produits qui sont beaucoup plus respectueux des enjeux sociaux et environnementaux, qui fait un carton d'ailleurs, où vous avez, là, j'ai rencontré une étudiante récemment, une ancienne étudiante qui avait pas forcément très bien compris les enjeux de la pratique, et puis quelques années plus tard, se retrouve, après des expériences très classiques de business school, se retrouve dans le monde du cinéma. Là, elle a lancé une campagne de crowdfunding pour faire un film. Elle est basée à Los Angeles. Elle a recueilli 45 000 $. Et tout d'un coup, elle retourne sur ses notes du séminaire improbable et se dit, voilà, c'est ça que je veux. Donc, il y a un effet aussi souvenir émotionnel et conceptuel qui peut être aussi dans le temps.
parce que c'est assez consistant et différenciant, quoi. Après, sur est-ce que c'est ça qui va sauver le monde, bien sûr que j'ai aucune prétention à dire ça, et ça serait très grave de le dire et très ridicule. Mais disons que je crois beaucoup à cet enjeu de réappropriation de cette capacité à transformer ici maintenant. Et le fait de faire une œuvre d'art, c'est assez lointain dans la capacité de faire pour beaucoup de gens, parce que l'art contemporain, personne n'a des cours d'art contemporain quand on fait des cours de piano, mais cours d'art contemporain, c'est pas. Voilà. Mmh. Ok, très clair, merci. Et alors, ça permet de rebondir sur une question de Laetitia qui a été postée dans le chat, qui s'interrogeait justement, qui a partiellement répondu à la fois sur la typologie en contexte professionnel des séminaires improbables des gens qui sont mobilisés dans le cadre de cette approche. J'ai cru comprendre du coup en t'écoutant que c'est assez varié, mais en termes de demande initiale, enfin de brief de la manière dont tu es sollicité pour déployer ces approches-là, et puis aussi d'attendu de ces commanditaires-là, comment est-ce que ça se formule? Alors, on a en fait, on va dire peut-être des cas différents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, qui n'ont aucune idée de ce qu'on fait et qui vont dire, voilà, moi j'aimerais bien que mes salariés, managers soient un peu plus agiles, un peu plus innovants. Enfin, un peu les tartes à la crème qu'on va avoir dans la presse ou des choses qui se retrouvent en permanence. Puis on va leur dire, on va vous proposer de faire ce séminaire. Voilà. Donc, il y a des choses il y a régulièrement ce genre de situation. En fait, on va offrir cette possibilité. Et souvent et assez rapidement, les gens adhèrent en fait à la démarche, ce qui peut d'ailleurs être presque inquiétant, mais disons que c'est relativement facile de convaincre de faire ça. Ensuite, vous avez, on va dire, deux types de publics. Il y a des publics qui sont très standards, managers, dirigeants, qui sont plutôt dans les activités d'exploitation de l'activité. Et puis, vous avez aussi des séminaires où vous allez avoir des gens qui sont plutôt côté exploration, donc des gens qui font de l'intrapreneuriat, des gens qui peuvent être designers. On a eu des artistes aussi dans certains séminaires et qui vont, en fait, par ces pratiques, avoir une expertise et des mots pour comprendre ce qu'ils font et pour partager ce qu'ils font avec d'autres de façon beaucoup plus sereine, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a une grosse difficulté à révéler la professionnalité du monde de la création dans des contextes business traditionnels où beaucoup de ces personnes du monde business vont avoir une posture déjà très supérieure et vont dénigrer en fait des activités où il n'y a pas d'objectif, où il y a tout un tas de critères qui n'existent pas en fait. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup de mal dans pas mal d'entreprises où ces gens vont se mettre en responsabilité sur de l'exploration alors qu'ils n'ont aucune compétence et compréhension des pratiques et des expertises. Donc ça va aussi renforcer la professionnalité des créatifs et leur donner des assises pour se confronter et discuter avec des non-créatifs. Parce que souvent, en fait, c'est une expertise qui est souvent, pas toujours, mais qui a une forme de tacite et d'informel très grande. Et ça peut parfois choper face à ce genre de. Voilà. Alors, je sais pas si j'ai bien répondu à cette question. Je pense, oui. Laetitia, n'hésitez pas à compléter, à rebondir s'il y a besoin encore de clarifier ou s'il y a des approfondissements. Mais en effet, on avait une autre question de Vanessa sur l'inscription un peu dans la durée de ces changements de paradigme. Tu en as un petit peu parlé. Moi, je vais englober aussi avec une question que tu parlais dans le contexte d'Anthropocène, en discutant des normes et de l'institutionnalisation des normes, parce que souvent, par ces actes de subversion, on réinstitue finalement une norme qui est d'ailleurs, comme tu disais, plutôt perçue de manière inférieure. Je ne sais pas si ça peut être lié en tout cas à votre question, Vanessa, mais j'en profite. Comment on peut s'assurer dans la durée que ces nouvelles, ce geste de subversion de création qui est, comme tu disais, axiologique, en tout cas politique, idéologique, voire axiologique, comment on fait pour qu'il soit perçu avec un œil critique ouvert? Tu parlais de pouvoir produire des œuvres qui soient ouvertes, qui ouvrent au débat. On rejoint ainsi un peu les pratiques de design spéculatif. Comment est-ce qu'on fait réussir ça dans la durée, quoi? Oui, alors c'est évidemment une question évidemment très très délicate pour deux raisons. La première raison, c'est que je dirais l'histoire de l'art a montré que les détournements des pratiques artistiques sont très nombreuses et très ouvertes et incertaines, quoi. Donc il y a beaucoup cette logique de l'utilité de l'inutile qui se manifeste. Donc par exemple, je sais pas si vous, je donne souvent cet exemple des cubistes qui ont été détournés par l'armée française pendant la Première Guerre mondiale pour utiliser leur technique pour le camouflage. Donc c'est la première fois dans un conflit armé majeur où l'armée française doit développer la technique de camouflage. Et donc on voit aussi comment en fait la fabrication d'une création va être régulièrement détournée, d'autant plus si elle est réussie, avec des propos dévisés qui ne sont pas forcément celles de leur créateur. Donc il y a aussi cette difficulté-là.
première. Ensuite, le dispositif qu'on a monté, il est essentiellement dans le cadre de formation. Alors, dans un certain nombre de ces formations, on va avoir ce qu'on appelle le système ADB, où on va faire Art Thinking, Design Thinking, Business Thinking. Et donc, on va quand même avoir une inscription dans le temps avec des projets internes à des entreprises, qu'on va pouvoir un peu suivre le changement. Mais clairement, on aurait besoin aujourd'hui de compléter ce genre de séminaire avec des démarches de conseil et de coaching, et ou pour documenter, renforcer, amplifier des transformations. Donc, ça fait partie aussi des choses que je voudrais faire en tant que chercheur sur appréhender mieux ces impacts. On a quelques éléments, mais ce n'est pas assez documenté scientifiquement. Et on aurait besoin d'un point de vue plus pratique et opérationnel de compléter une formation qui ne dure jamais plus que 2 jours et demi, 3 jours, par une transformation plus durable. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a 2 choses de façon très claire. On a des micro-transformations managériales qu'on documente en fait très régulièrement avec des retours d'expérience à plus 1 mois, plus 2 mois, etc. Mais c'est pas des changements massifs. On a ces gens qui vont en fait commencer par au sein un peu de ce qu'on pourrait appeler des hétérotopies, c'est-à-dire des lieux autres au sens de Foucault, qui vont être un peu protégés du contrôle managérial classique et qui vont faire émerger d'innovations qui peuvent prendre leur ampleur à l'extérieur de l'entreprise ou dans l'entreprise. Mais j'ai pas aujourd'hui, je dirais, une documentation massive sur tous les impacts qui, par ailleurs, serait très compliqué à observer parce que vous ne pouvez pas isoler des facteurs explicatifs rivaux. Est-ce que c'est le séminaire propre qui a fait ça ou plein d'autres facteurs? C'est pas évident. Donc, ça demanderait un dispositif méthodologique quand même assez complexe, quoi. Ok. Très clair. Peut-être un double rebond par rapport en filant l'échange, en rebondissant sur 2 questions d'Alice et de Florian dans le chat. Au moment du vernissage, au moment de cette partie s'exposer, ce 3e temps fort dans l'approche, comment se joue concrètement la mise en débat des œuvres qui ont été créées? Et puis, alors ça permet de rebondir aussi là sur c'est la double question, ce que tu disais sur l'impact ou l'atterrissage de ce qui en sort. La question de Florian est intéressante sous l'aspect comment ça peut informer un travail plus classique, on va dire, en entreprise, d'innovation, de créativité. Tu parlais d'entrepreneuriat. Quelle matière finalement tangible on peut en tirer? Ouais. Alors, sur le moment du vernissage, en fait, il va y avoir... en fait, c'est vraiment... On reprend les canons de l'art contemporain, donc il n'y a pas de présentation, genre l'équipe 1 présente, etc. C'est chacun va venir dans le vernissage. Et là, il y a une forme de vérité qui peut être brutale, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir beaucoup d'échanges avec à la fois des gens de leur entreprise et aussi des gens extérieurs, parce que ça peut être ouvert à l'extérieur dans un certain nombre de cas, avec des discussions à bâton rompu qui peuvent durer un certain temps, et puis des gens où l'œuvre ou leur façon de présenter va être pas forcément très percutante pour les visiteurs. Donc, il y a une vérité qui se révèle en fait dans le vernissage, qui est la brutalité d'une œuvre, quoi. C'est-à-dire que ça fait parler, ça va parler. Bon, donc il y a une dimension pédagogique évidemment dans le processus, mais après il y a l'extérieur qui s'invite. Ensuite, les œuvres en fait vont aussi circuler, on le sait, par des emails, les gens s'envoient leurs œuvres, etc. Aujourd'hui, on fait toujours des galeries virtuelles, parce qu'avec le contexte pandémique, on a fait ces séminaires 100% en ligne. Donc, on a des galeries virtuelles. En fait, on utilise la plateforme Kunstmatrix, la start-up allemande Kunstmatrix. Et donc, les œuvres vivent en fait dans le temps comme ça. Certaines entreprises comme la SACEM, avec qui on a fait le séminaire auprès de tous les 4 dirigeants, ont fait carrément un bouquin qui répertorie toutes les œuvres et qui documente en fait toutes les créations et qui fait discuter de ces créations-là. Ensuite, on pense aussi que ça peut permettre, en fait, donc un des enjeux, je pense que vous connaissez tous ce fameux why de Simon Sinek, là, qui est un peu aussi une tarte à la crème. En fait, l'œuvre a cette ambition de révéler l'enjeu, le pourquoi d'un projet, quoi. Et finalement, cette œuvre peut être complémentaire d'autres documents, d'autres représentations du projet, en essayant de revenir aux fondamentaux et cette espèce de cadrage qui peut je dirais, prolonger le projet au-delà de ces pivots. Parce qu'en fait, il y a quand même un vrai souci avec ces pivots, c'est que ça peut faire devenir fou, quoi. C'est à force de pivoter, on ne sait plus ce qu'on fait. Et donc, c'est sympa de pivoter, mais au bout d'un moment, voilà, on a perdu un peu le fil. Et la création d'une œuvre peut aider à ancrer dans un enjeu qui va dépasser des pivots marchés, produits, etc. Super. Peut-être une dernière question, puis en même temps intégrer... Alors, Alice, dans le chat, nous fait remarquer, c'est vrai qu'il y a des similarités, en tout cas, ça lui a fait penser à l'approche Muséomix. Je ne sais pas si tu l'identifies, qui est un hackathon sur quelques journées pour réinventer un peu l'expérience muséale
qu'avaient accueilli certains musées. Est-ce que, enfin voilà, Alors, je remercie beaucoup le partage à Alice. Merci infiniment, parce que je ne connaissais pas. On travaille avec des grands musées, donc en particulier le Centre Pompidou et le musée du Louvre. Et en fait, un des enjeux du travail, c'est la transformation de l'expérience muséale, puisque l'essentiel des pratiques au musée, auprès des adultes en tout cas, c'est quand même une médiation qui est relativement passive. Et on va le standard, même s'il y a des innovations évidemment sur ce sujet-là, mais le standard, c'est quand même une transmission de connaissances formelles sur des œuvres. Or là, l'idée, c'est une médiation par la création. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui passent par le séminaire probable ont un respect beaucoup plus grand de l'art contemporain et de l'art moderne après, parce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Et donc, ils ont compris les enjeux des pratiques et ils ont utilisé, mobilisé des œuvres. Parce que pour créer, on a besoin de connaissances. Et certaines de ces connaissances font partie du catalogue des œuvres créées dans l'histoire. Et donc, il va y avoir aussi en fait une petite transformation du musée parce que voilà, le Centre Pompidou n'a pas l'habitude, par exemple, donc on travaille beaucoup avec l'école pro du Centre Pompidou, pas forcément l'habitude de faire créer des œuvres à des gens qui sont pas des artistes, qui sont pas du musée, et puis voilà, ils exposent leur travail dans une salle au Centre Pompidou. D'ailleurs, le terme de vernissage est un peu banni parce que quand on est salarié de Banque Populaire et on se dit j'ai mon vernissage au Centre Pompidou après 3 jours de boulot, bon, c'est un tout petit peu délicat d'un point de vue de l'image et de la communication, mais enfin, ça revient à ça finalement. On a des cartels qui présentent le travail, le titre, il y a l'installation, voilà. Donc on est dans ce registre et cette pratique, cette collaboration avec des musées comme le Centre Pompidou fait évoluer en partie la médiation du Centre Pompidou et je pense que ça pourrait être amplifié. On a d'ailleurs un certain nombre de gens qui sont responsables de médiation dans des musées, qui sont dans le collectif. Donc, on discute régulièrement de ces questions-là. Super. Je crois qu'il est. Merci beaucoup pour toutes ces questions déjà aux participantes et puis Sylvain pour tes réponses. Comme il est 19h32 passé, même si c'est un petit peu frustrant et qu'il y a plein de rebonds dans le chat, on pourrait poursuivre l'échange. Il y a des rebonds sur voilà cette question l'ancrage du changement un peu plus long terme encore. Comment s'assurer de ça? Moi, je trouve ce que je trouve intéressant en tout cas peut-être en dernier commentaire et puis Annabelle, je te laisserai la main peut-être pour qu'on puisse introduire la dernière séquence, mais c'est la similarité d'approches comme l'art thinking avec des approches de design spéculatif avec le variant autour du médium ou de l'artefact qui est travaillé. Du côté de l'art thinking, c'est vraiment le détournement et en tout cas, j'invite toutes celles et ceux qui sont connectés à aller regarder les différentes expositions qui sont disponibles sur l'art thinking collective, le site. Il y a beaucoup de détournements que je trouve intéressants, détournements de code de la publicité, de code du capital au sein, comme tu l'évoquais, de code du marché, pour justement aller bousculer un peu cette inertie. Et c'est avec d'autres médiums ou parfois un peu les mêmes, c'est un peu aussi évidemment la même démarche en tout cas de critique qu'on cherche dans le design critique justement. Donc bref, il y a eu plein de rebonds très intéressants. C'est un peu frustrant, désolé pour celles et ceux qui voulaient encore poser des questions, mais du coup on va vous inviter, pour celles et ceux qui le souhaitent, à rester pour un petit temps un peu plus expérimental. Et Annabelle, je te laisse la main. Effectivement, donc comme le précédent rendez-vous, celui-ci se compose d'un temps d'échange avec plusieurs intervenants et d'un temps de pratique et de networking d'une certaine façon. Sylvain a eu la gentillesse en fait de proposer un exercice d'art thinking. Donc pour celles et ceux qui peuvent et veulent rester, on va attendre un moment pour que celles et ceux qui ne le peuvent pas se déconnectent. Sylvain vous propose une petite expérimentation autour d'une pratique de l'art thinking. Je vais le laisser présenter quelle est la proposition qu'il vous fait. Et puis donc voilà. Et donc du coup vous serez invité à aller rejoindre des salons privés. Voilà, vous êtes merci d'accepter l'invitation. Et Sylvain, voilà, je te laisse présenter ce que tu proposes. Alors du coup, je juste rebondis sur un des commentaires très rapidement, effectivement, par rapport à le travail de Philippe Ziberzen, que je connais effectivement très bien, parce qu'on a fait le doctorat dans le même laboratoire. Ça peut effectivement révéler des modèles mentaux, c'est exactement cette logique-là qui est très cohérent par rapport à cette logique. Donc pour poursuivre, en fait, l'idée, alors on a peu de temps, mais l'idée c'est d'essayer d'aller plus loin sur cette notion de détournement et pour voir un peu si j'étais à peu près clair ou pas.
Ce que je vous propose, c'est de vous passer en fait une petite vidéo qui présente une œuvre d'art existante, et de vous demander d'interpréter cette œuvre à l'aune du canevas du détournement, et ensuite de se dire voilà, dans quelle mesure vous développez ce genre de pratique, comment ça pourrait être utile dans votre environnement de développer ce genre de pratique de détournement. Alors pour aller plus loin, en fait, je vous partage donc ce tableau qui en fait renvoie à 4 grandes dimensions. Les niveaux de détail, c'est surtout ces 4 dimensions. Donc ce qu'on appelle le cadre de l'expérience, ou ce qui est institué, c'est-à-dire qu'est-ce qui est existant et cadrant dans les comportements. Et donc c'est notre normalité en fait, c'est-à-dire au niveau macro, qu'est-ce qui se passe au niveau micro. Donc si je reprends le cas d'IBM, voilà, à la fin des années 70, le contexte macro, c'est IBM est un acteur leader de son marché. Les ordinateurs sont des machines puissantes, peu vendues dans le monde, très chères, etc. Et puis le contexte micro, c'est tout d'un coup, tac, il y a des ordinateurs portables qui apparaissent, qui se diffusent. Qu'est-ce que va faire IBM, quoi. Donc dans ce cadre institué, le créateur en fait est un déménageur, mais qui va en fait se tromper d'adresse, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de déménager correctement la personne, il va mettre ses cartons dans un autre habitat, ce qui va créer une perturbation dans la normalité de cet habitat. Donc concrètement, je sais pas, on peut imaginer que si vous déménagez quelqu'un dans le 16e et que vous mettez un piano à queue dans un appartement de cité HLM dans les quartiers nord de Marseille, il se passe quelque chose, quoi. Donc qu'est-ce que vous détournez ? Ça peut être des choses tangibles, intangibles, ça peut être plus ou moins lointain par rapport au contexte initial. Vous pouvez détourner plusieurs choses ou très peu de choses. Et puis, ça va fabriquer une situation qui peut être à court, moyen terme, impactante, avec une audience qui est très limitée, au contraire très large. Et ça crée des réactions de surprise, c'est drôle, c'est décalé, c'est inédit, je ne sais pas. Et ça va faire émerger cette situation, en fait, une certaine critique par rapport au système de pouvoir en place, à la complexité. La critique peut être plus ou moins complexe, ça peut soulever des questions. Donc, gardez ces 4 dimensions en tête. Donc, le cadre de l'expérience, les éléments détournés, la situation qui a été produite, la critique proposée. Et puis, je vais vous passer un film qui dure à peu près 5 minutes, qui va décrire une œuvre, et la question elle est simple en fait, c'est d'essayer de caractériser l'œuvre à partir de ce petit canevas de 4 dimensions, pour ensuite partager plus globalement sur vos pratiques de détournement. Est-ce que j'ai été clair ou pas? Est-ce que ça vous convient, ma présentation? Ça vous va? Ok. Donc alors le film, juste pour donner quand même quelques éléments de contexte. Alors je crois que c'est pas mal en allemand et c'est sous-titré en anglais essentiellement. Donc on se retrouve en fait à Vienne. Donc on est à Vienne et on est en 2003. C'est une œuvre qui a été faite par des artistes qui est essentiellement portée par Eva et Franco Mattès. Et donc ils vont faire une installation à un endroit très spécifique à Vienne, qui est la Karlsplatz. Donc Karlsplatz à Vienne, c'est un peu la place la Concorde pour Paris. C'est une place magistrale emblématique d'une culture et d'un héritage architectural. Et vous allez voir ce qui se passe. Et donc on va regarder la vidéo. Ensuite, on créera des salles où vous pourrez discuter de ce détournement et essayer de l'interpréter à l'aune du canevas pour ensuite le discuter tous ensemble. Voilà. Donc je lance la vidéo. Vous me dites si vous n'avez pas de son. J'espère que ça marche. Werden soll? Ja, genau. Ein Nike-Platz. Ein Nike-Platz, eine Katastrophe. These days, the Nike Infobox is traveling from city to city, announcing the places that have been chosen to wear the Nike name. Ja, das ist natürlich ziemliches Branding. Also ich finde es nicht gut, dass die Stadt einfach da zulässt, weil es ja einfach
Karlsplatz historisch gesehen ja sich verwurzelt und Nike-Platz einfach dann im Kommerz umzusetzen, ist ja eine recht heftige Entscheidung. Wir haben politisch interessierte junge Leute da. Das ist schön, dass man sieht, dass die junge Generation auch wirklich Fragen hat und stellt. In Nike-Platz? Nein, das ist nicht leider. Da machen so kleine Kinder die Schuhe und dann wollen sie so groß aufspielen. Es gibt da ja viele Befürchtungen zu den zum Beispiel Produktionsverhältnissen. Da versuchen wir zu informieren und zu zeigen, Nike ist nicht das Schreckgespenst, zu dem es häufig gemacht wird. Our life is sponsored. It's here that we make publicity for free with our bodies every time we wear branded clothes. It's more than natural that now we have the desire to manipulate these symbols that we see every day. Man kann sich nur wundern, es ist ja verrückt, was alles verkauft wird. Ich meine, was lächerlich. Also was ich nicht richtig finde, ist, wenn die hier Logos hergeben. We will erect the monument right in the middle of Nike-Platz, just 200 meters from here. That's what we are about to build for your pleasure. Unfortunately, what Nike is doing is just the reality of the corporate world. Wenn man sich die Architektur anschaut, alles eben alte Bauten mit, ich weiß nicht, mit künstlerischem Wert, mit historischem Wert und dann so etwas. Das ist eine Sauerei, eine große Frechheit. Ja, eigentlich, weil der ist für alle da und ich finde, so soll es bleiben. Na, also ich äußere mich nicht weiter dazu. Nike sind für mich Schuhe und damit hat sich das erledigt. Und an dem Container dran gepickt, das ist doch ein Spaß. We have designed for this very special occasion a new model, the Ground Turbulence 3. Here it is. These running shoes use the color of the Nike monument and display the new Ground logo. With the Nike Ground mission, we plan to encase the city with our values and style to bring inspiration and innovation to you folks. Rethinking space, feel the ground. Nike Ground is a huge urban performance. It's a theater show settled in Vienna. It's quite bizarre, to be honest. Yeah, so, but I think it's pretty cool. Karlsplatz is the stage. The actors are the fake Nike representatives, the telephonists, the web designers, the public relation guy, and then you have the spectators, of course, the unaware spectators, which are the Viennese. Sowas interessiert mich nicht. Ich fänd's schräg, aber doch irgendwie gut, weil in Wien passiert ja eh nichts. So what we do with our performance is to reverse the brand and to a simple icon, just to a new design, and to give it back to the streets, to the people where it was stolen from. Ja, ich glaube, denen gehört eh schon alles. Also dann sollen sie auch dafür zahlen. That's a part of commercial life. I mean, without money, how could you do things without money? I mean, that's perfect. Yeah. Perfect. Wonderful. I think it is our duty to directly intervene into urban and media space, to bring up the issues of symbolic domination in public space by private interests. We see Nike Ground as a statement for the artistic freedom to manipulate the symbols of everyday life. 01001011010101.org. There's no finishing line.